Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. Fernand Dumont est assurément une des grandes figures, sinon la plus grande figure de l'histoire de notre vie intellectuelle. Philosophe, sociologue, théologien, poète et militant, son œuvre a exploré de mille manières la question de la place de la culture dans la modernité. On peut certainement le classer parmi les grands penseurs du XXe siècle. Mais Fernand Dumont fut aussi un intellectuel engagé en son siècle et profondément lié au destin de son peuple. Très tôt, il se ralliera au projet national. Il ne cessera de méditer sur la signification de ce qu'il appelait l'emplacement québécois. Le philosophe Serge Quentin, qui a considérablement œuvré pour assurer la mise en valeur et la redécouverte de l'œuvre de Fernand Dumont, vient d'y consacrer un essai majeur, La distance et la mémoire, essai d'interprétation de l'œuvre de Fernand Dumont. Et c'est un privilège de le recevoir à ce micro pour m'entretenir avec lui sur ce grand philosophe québécois. Serge Quentin, bonjour. Merci de cette présentation, Mathieu. Tu as raison de dire que Fernand Dumont était un philosophe. C'est d'abord un philosophe. Dumont était, ce qui est extrêmement rare, hein, comme vous l'avez dit, poète, sociologue, même si il n'a pas fait beaucoup de sociologie au sens universitaire ouais, tel qu'on la pratique aujourd'hui, mais il était philosophe et théologien. C'est très rare qu'un intellectuel regroupe ces différentes étiquettes, mais ces étiquettes-là, lui, Dumont, n'en avait qu'une, au fond. Ce qui l'intéressait, c'était les problèmes qu'on pouvait traiter théologiquement, sociologiquement, philosophiquement, mais d'abord et avant tout, philosophiquement. Et son œuvre, c'est une philosophie de la culture. C'est d'ailleurs son livre le plus important, le lieu de l'homme. Dumont reconnaît que c'est son livre le plus important. Il développe une véritable théorie de la culture. Et quand on connaît un petit peu Dumont, on connaît là aussi la distinction entre culture première et culture savante. Culture savante. Seconde, pardon. Et Dumont a construit cette théorie à partir de sa propre expérience. C'est ça que j'ai essayé de faire ressortir dans mon livre, c'est que son expérience d'émigration... C'est-à-dire des milieux populaires jusqu'au milieu intellectuel. C'est pas une immigration au sens habituel du terme. Là, c'est une immigration sociale, d'une classe sociale à une autre, exactement, finalement. Et cette expérience-là a été absolument fondamentale pour son œuvre. Mais lui-même ne s'en est rendu compte que plus tard, à quel point ses livres, notamment Le lieu de l'homme, étaient inspirés directement par son expérience. Directement, mais transposés, parce que dans Le lieu de l'homme, il n'y a pas du tout question de sa vie. Il n'est même pas question du Québec. Hein? Ce que j'ai voulu faire ressortir, moi aussi, surtout dans mon livre, c'est l'universalité. Ce qu'on n'a pas fait, on l'a pratiquement pas fait. Nulle part. Et je crois que c'est injuste. J'ai voulu rendre justice à l'universalité de cette pensée-là. Parce qu'on s'est intéressé surtout au Québec à la dimension québécoise de son œuvre. Bon, son œuvre, quand on ouvre un livre de Fernand Dumont, on voit sur la deuxième de couverture les livres qu'il a publiés, qui sont divisés en 4 catégories. Bon, philosophie et sciences de la culture, études québécoises, études religieuses et poèmes. Ben, on s'est intéressé au Québec aux études québécoises, en négligeant, en écartant, pour ainsi dire, philosophie et théorie de la culture, et sciences de la culture. Pourquoi? Ben, parce que c'est extrêmement difficile. Oui, c'est une œuvre rigoureuse et complexe. C'est une œuvre extrêmement difficile, de sorte qu'un livre comme Le lieu de l'homme et l'anthropologie de l'absence de l'homme, a fortiori l'anthropologie de l'absence de l'homme, qui m'a causé pas mal de soucis. Vous n'êtes pas le seul. Ces œuvres n'ont à peu près été aucunement commentées. Alors moi, j'ai voulu me frotter à ces œuvres
Et rendre justice au philosophe, finalement. Et rendre justice au philosophe qu'il est. Hein, parce que lui-même se définit comme un philosophe. Mais un philosophe indiscipliné. Oui, bien sûr. Parce que pour lui, la philosophie n'a pas d'objet. Hein. Elle consiste à tenter de réconcilier la culture première et la culture seconde, à se situer dans la distance qu'est la culture elle-même. Alors, j'aimerais justement revenir sur la question de la culture. Vous l'avez évoqué, Fernand Dumont, et il le raconte à la fois évidemment dans ses mémoires, mais aussi dans la genèse de la société québécoise. Il va être très marqué par sa naissance dans un milieu modeste, et il va connaître une forme d'authentique émigration sociale, c'est-à-dire des milieux modestes à la grande vie intellectuelle. Ça va l'amener à réfléchir aussi, et ça vous me corrigerez si ma description est inexacte, il nous dit fondamentalement, jusqu'à la modernité, l'homme habite dans un monde de sens plein, évident, sous le signe de la tradition. Et la modernité coupe finalement le fil de la tradition et force l'homme à questionner ce qui autrefois allait de soi, c'est-à-dire l'univers des références partagées. Et est-ce qu'on peut dire que l'œuvre de Dumont, c'est une enquête sur la capacité de l'homme à recréer des références partagées, toujours flagellantes, mais pourtant nécessaires, dans ce qu'on appelle la modernité? Oui. Exactement. En fait, Dumont prend acte assez tôt, et c'est très, très évident dans le lieu de l'homme, il prend acte de qu'on pourrait appeler la détraditionnalisation caractéristique de la modernité. Et il en prend acte comme, je dirais, un peu comme Tocqueville en avait pris acte dès les années 1840. Mais il en prend acte de manière tragique, pourrait-on dire. C'est-à-dire Tocqueville aussi, probablement. Tocqueville aussi, hein. Mais la plupart, normalement, quand on parle de la rupture avec la tradition, on le présente sous le signe de l'émancipation, presque sous le signe de l'enchantement. Ouais, ben et chez Dumont, il y a une dimension tragique dans la perte de la tradition. Ouais. Tragique. Je reviens à Tocqueville, à cette fameuse formule de Tocqueville, le passé n'éclairant plus l'avenir, l'homme marche dans les ténèbres. Eh bien, cette formule, on pourrait l'appliquer à la pensée de Dumont. Qu'allons-nous faire maintenant? Parce que la tradition, pour Dumont, c'est plus que les coutumes, c'est une expérience du temps. Une manière pour l'homme de se situer dans le temps, un peu comme chez Gauchet, d'ailleurs. Oui. Hein, et Dumont se pose la question, qu'avons-nous maintenant à la place de la tradition? Et que répond-il? Que pouvons-nous? Il répond qu'il nous reste, au fond, il nous reste l'école et la démocratie. Comme lieu d'interrogation sur ce que nous sommes. Comme lieu de transcendance, non pas au sens religieux du terme. La transcendance, pour Dumont, c'est d'abord la transcendance en nous. La transcendance en nous, c'est-à-dire la capacité qu'a l'homme de se dédoubler et de réfléchir sur ce qu'il est, de s'interroger sur sa condition, de donner sens à son existence première, à sa culture première. Mais parce que le dédoublement, il est commun à tous les hommes, parce que tous les hommes sont des êtres de culture. Oui. Alors maintenant, l'élargissement du fossé entre la culture première et la culture seconde risque de rendre l'homme incapable de prendre distance, justement, et d'interroger sa condition, parce que la distance sera devenue tellement grande. Oui, le grand écart entre l'existence première et l'univers des représentations fait en sorte que l'homme devient étranger en son monde. Deux mondes complètement distincts, deux mondes qui appartiennent, le monde de la culture seconde, la science, l'art, oui, pratiqué par certaines catégories d'hommes, et les autres abandonnés, laissés à une culture de plus en plus marchandisée, pardon, et qui n'offre plus de sens aux hommes ordinaires, si j'ose dire. Et de ce point de vue, est-ce qu'on peut dire que Fernand Dumont cherche à voir ce qui peut prendre la place de la tradition une fois que celle-ci n'est plus capable d'occuper le rôle qu'on lui prescrivait dans la société? Exactement, parce qu'il revient encore une fois dans un de ses derniers livres qui s'appelle L'avenir de la mémoire, qui est un livre absolument magnifique. Qui est un petit livre, en fait, qui est issu d'une conférence que Dumont a prononcée. Il revient sur cette crise de la tradition. Puis il dit, la tradition est telle qu'on l'a connue, elle est morte. Il faut la remplacer maintenant. Par quoi? Ce qu'il trouve à la fin, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est l'école et la démocratie qui sont
des manières pour l'homme de revenir sur lui-même, de s'interroger sur sa condition. Qu'est-ce que l'homme pour Dumont? Pour l'homme est interrogation. Hein? C'est une pensée tragique. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de programme. Il y a des questions, mais des questions qu'il explore en profondeur. Mais que celui qui cherche des réponses ou des recettes ne lise pas Dumont parce qu'il n'en trouvera pas. Il va se casser la tête sur des questions. Dumont a dit dans une entrevue, vous savez, moi, ça va peut-être vous paraître curieux pour un croyant, parce que je suis croyant, mais j'ai pas beaucoup de certitude. J'ai pas beaucoup de certitude. Effectivement, hein, il n'y a pas beaucoup de certitude. Il a écrit 15 ouvrages, plus de 15 ouvrages, mais ce sont des ouvrages d'interrogation profonde sur la culture, sur l'homme. Mais à la différence, pourrait-on dire, de ceux qui aujourd'hui s'enorgueillissent de leur esprit qui doute, le doute chez Dumont ne l'empêchera pas de s'engager, cela dit. Et ça, c'est un autre aspect, me semble-t-il, de sa pensée qui mérite d'être mentionné. Son engagement, je dirais québécois, mais pas que québécois, parce que il s'engageait ici pour des idéaux qui seraient valables probablement ailleurs dans le monde. L'engagement de Dumont, on pourrait dire, a 3 grandes dimensions. Ce qu'on a appelé dans les années 70 le socialisme d'ici, l'engagement pour la culture, donc la question de la langue française, il va jouer un rôle dans la rédaction de la loi 101, et l'indépendance du Québec. Si on veut comprendre l'engagement de Fernand Dumont, qu'est-ce qui le pousse vers la cité? Qu'est-ce qu'il cherche à porter dans la cité? Quelles sont, autrement dit, quelle est la part de certitude qu'il est prêt à investir dans la cité? Bon, d'abord, je reviens au tout début de votre question à propos du doute. Oui. Le doute est un moteur chez Dumont. Et il dit dans Récit d'immigration que ce doute lui vient au fond de sa crise religieuse qu'il a vécue adolescent. Une crise religieuse profonde qui a laissé en lui un doute qui est beaucoup plus près de celui de Pascal que celui de Descartes. Le doute cartésien, c'est un doute méthodique. Bon, puis il s'agit de le résoudre. Une fois qu'il est résolu, on a la vérité. C'est le doute comme technique d'enquête. Ouais, exactement. Alors que le doute pascalien, c'est un doute métaphysique, si j'ose dire. Bon, alors qu'est-ce que Dumont a apporté c'est le sens de votre question? Oui, son engagement, c'est-à-dire que Fernand Dumont, qui est un philosophe authentique, dont l'œuvre peut être lue en France, en Slovaquie, en Slovénie, et on trouverait une œuvre véritablement universelle, mais cet homme était un homme d'ici. Cet homme était engagé dans la société québécoise. Il méditait sur l'emplacement québécois. Il se demandait qu'est-ce que ça veut dire être québécois. Il aurait pu s'expatrier et devenir un intellectuel français. Et pourtant, il a décidé d'être non seulement un intellectuel, mais un citoyen québécois. Ah oui, parce qu'il croyait que le Québec était son pays et qu'il serait beaucoup plus utile comme intellectuel à la société québécoise qu'à la société française. Alors, il est resté au Québec. Il a œuvré au Québec. Il avait horreur des voyages, d'ailleurs. Et il aurait fallu pour que son œuvre soit connue à l'étranger, qu'il fasse des efforts, qu'il aille prononcer des conférences. Il a été quand même président de l'Association des sociologues de langue française pendant 2 ou 3 ans. Il n'a pas été présent en France comme il aurait dû l'être s'il avait voulu devenir une vedette. Une vedette médiatique, une vedette intellectuelle, comme l'ont été Foucault et tant d'autres, parce que il était de cette trempe-là, je pense. Hein. Mais il croyait qu'il était profondément enraciné dans sa société. Il y a œuvré toute sa vie, finalement, afin de résoudre. Au fond, c'est un peu le sens de genèse de la société québécoise. Hein. Son grand livre, il raconte son histoire de la société québécoise. À mon avis, c'est le plus grand livre qui a jamais été écrit sur l'histoire de la société québécoise, même si c'est pas un livre d'histoire. Hein. D'ailleurs, les historiens l'ont remarqué, puis lui ont fait remarquer. Il présentait ça comme une psychanalyse de la société québécoise. Exactement, c'est une psychanalyse, mais sans aucun jargon psychanalytique. Hein. Oui, il cherche à faire sens de l'esprit. C'est-à-dire, il veut comprendre le présent, ou les problèmes, les empêchements du présent, la difficulté d'être québécois, la difficulté de définir son identité, il écrit ça
1993, ça apparaît en 1993, donc 13 ans après le premier référendum. Et après l'échec du premier référendum, 2 ans avant le second. Il veut comprendre pourquoi. Dans toute bonne psychanalyse, celui qui se présente devant un psychanalyste, il y a un problème aujourd'hui, il n'arrive plus à avancer, il est bloqué. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va remonter dans son enfance. Aux origines. Puis c'est ce que fait Dumont. Puis Dumont remonte très loin, il remonte jusqu'à la Nouvelle-France pour comprendre le Québécois d'aujourd'hui. Oui, le défaut de fabrication d'origine du Québécois. Puis il dit que, la Nouvelle-France, il y a un mot très fort pour parler de l'expérience de la Nouvelle-France. Il dit que c'est un avortement. Ça va être très difficile de surmonter cet avortement-là. Après la Nouvelle-France, la lutte pour la survivance. Et Dumont est pas du tout méprisant à l'égard de la survivance. À la différence d'une partie des gens de sa génération qui considéraient que c'était une période si sombre qu'elle méritait mépris et oubli. Ben oui, Dumont s'est beaucoup battu, au fond, contre l'idée qui était assez répandue chez les intellectuels de la Révolution tranquille, selon laquelle ce qui vient avant, c'est la grande noirceur. Il n'y a rien à en tirer. Mais s'il n'y a rien à tirer, il n'y a pas d'avenir pour le peuple québécois, là, parce que le peuple québécois, il est pas né en 1960, là. Notre histoire, elle remonte bien avant, oui. et puis il faut traîner derrière soi ce passé-là. Qu'est-ce qu'ils font? Quoi en faire de ce passé? Oui, Dumont cherchait à faire sens, à retrouver une pertinence pour un passé qu'on voulait congédier brutalement. Ouais. Chez Dumont, donc il y a cet engagement québécois, mais lui-même va s'engager dans la cité. C'est-à-dire que c'est un professeur d'université, mais ça va être aussi, il va écrire des articles qui touchent dans des revues comme Maintenant, dans bien d'autres, et il va même jusqu'à s'engager pour la question de la langue française. Il va accepter un rôle dans la haute fonction publique au moment du premier gouvernement du Parti québécois pour jouer un rôle autour de la rédaction de la loi Sœur. Il raconte, et il m'a raconté personnellement, mais il raconte dans un récit d'immigration, dans ses mémoires, que avant la campagne qui a porté le Parti québécois au pouvoir. Qui porte le Parti québécois au pouvoir. Il reçoit la visite de René Lévesque. René Lévesque n'avait pas beaucoup d'admiration pour les intellectuels, sauf pour Dumont. Et Dumont reçoit la visite de René Lévesque quelque part en 1976, durant la campagne électorale ou avant. Et il reçoit la visite de René Lévesque René Lévesque veut le convaincre de se présenter aux élections. Puis Dumont dit, ça a été difficile quand même de refuser parce qu'il y avait une tête dure, René Lévesque. Mais je lui ai dit à un moment donné, écoutez, un de mes arguments, c'était, imaginez que je suis député. On pourrait même imaginer qui est ministre, parce que René Lévesque voulait recruter Fernand Dumont pour qu'il devienne ministre de la Culture. Imaginez que je suis député, puis qu'un député d'en face de l'opposition dit quelque chose de sensé. Il dit, moi, selon mon éthique, là, l'éthique de savant, d'intellectuel, je dois reconnaître que c'est tout à fait sensé ce qu'il vient de dire. Il dit, là, c'est... Autrement dit, je ne suivrai pas la ligne de parti. Et ça, c'est un argument important. Cela dit... Ce qui n'empêche pas de s'engager un an plus tard comme bon fonctionnaire. Ce qui n'empêche pas de s'engager avec Guy Rocher, d'ailleurs, pour la rédaction de la fameuse Charte de la langue française, la loi 101. Il va prendre congé de l'enseignement pendant 1 an pour travailler sur la fameuse loi 101, mais il va être très content de retourner aussi après à ses travaux, à ses recherches, à son enseignement. Puis, et en 1995, le premier ministre Parizeau va faire appel à lui et à 2 autres personnes du milieu culturel québécois, Marie Laberge et Marie Laberge, pour écrire la loi sur la souveraineté. Oui, le préambule sur la déclaration de souveraineté.
Ouais. Et c'est un engagement important pour lui, la question de la souveraineté dans c'est on pourrait dire, je dirais pas que ce qui est au cœur de son œuvre philosophique en tant que telle, mais son œuvre éclaire, son œuvre de philosophe éclaire son engagement pour la souveraineté, c'est-à-dire le besoin d'enracinement pour un homme, le besoin tout est lié chez Dumont, hein. C'est étonnant parce que moi qui ai la prétention d'assez bien connaître son œuvre quand même, pour le dire ainsi, où les grandes dimensions de l'œuvre sont déjà en place dès le début des années 50. Il sait très bien où il s'en va. Il va développer. Il y a un programme, il y a un programme de recherche. Et un programme en théologie, un programme en culture, il y a un programme sur le Québec. Son article qui paraît en 1958 dans Cité libre est très important. Je l'ai examiné, je l'ai étudié dans mon livre. Il invite justement le Québec à faire une psychanalyse. Déjà, il parle d'une psychanalyse de nos empêchements. Plus tard, il va continuer. Ce qui est étonnant, c'est 3 ou 4 dimensions j'ai 4 dimensions parce qu'il est poème aussi. Oui. Puis il va être poète non seulement en 1952, mais il va écrire un autre recueil de poèmes en 1970, et à toute fin de sa vie, l'arrière-saison qui va être intégrée aux œuvres complètes de poésie, la part de l'ombre. Alors, je reviens un instant sur cette dimension parce qu'elle interpelle notre actualité la plus immédiate. Quel sens donnait Fernand Dumont à son engagement pour l'indépendance du Québec? Est-ce que je devine que c'était plus qu'un simple oui référendaire. Ça s'inscrivait dans sa compréhension de la culture québécoise. Comment peut-on comprendre son adhésion au projet indépendantiste? À propos de son article de 58 dans Cité libre, il dira, j'étais assez près finalement des gens je partageais avec eux beaucoup d'idées, sauf la question nationale, que je ne méprisais pas, contrairement aux gens de Cité libre. Je considérais qu'il y avait là... C'était associé notamment à Pierre-Éliott Trudeau et quelques autres. Gérard Pelletier. Ouais. Et je considérais qu'il fallait demeurer... défendre, sauvegarder cette identité en la transformant, bien sûr, en réfléchissant sur elle, en se l'appropriant, en résolvant la dissociation, parce que c'est le propos même de genèse de la société québécoise, la dissociation du politique et du culturel. La survivance étant un projet essentiellement culturel. Ouais. Et ce qui explique d'ailleurs qu'en 1960, tout s'écroule parce que la culture va changer. Mais il s'agit maintenant que faire de ce passé-là et comment réconcilier ce qui a été scindé depuis toujours, la culture et le politique. Cette dissociation-là, il essaie de la penser, d'où elle vient, comment l'expliquer et comment la surmonter aussi, en se donnant ce qu'il dit à la toute fin de genèse de la société québécoise, le courage de la liberté. Mais il faut croire que nous n'avons pas eu ce courage. Alors, il y a un élément chez Dumont, moi, dans mes premières lectures, et chaque fois que j'y suis revenu, qui m'a toujours marqué, c'est c'est la méditation sur la condition québécoise en elle-même, sur ce qu'il appelait l'emplacement québécois. Dumont est peut-être un des philosophes qui a pris le plus au sérieux, sans le nommer comme tel, la question des petites nations. C'est-à-dire, pour le dire avec les mots de Kundera, petites nations qui, non pas par sa taille, mais qui sait qu'elle est fragile, qui sait qu'elle peut disparaître. Elle peut disparaître du jour au lendemain. Et chez Dumont, il nous dit, quand on est un intellectuel d'une petite nation, on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion sur ce que ça veut dire être membre d'une petite culture toujours compromise dans son existence même. J'aimerais vous entendre justement sur cette notion qui est présente surtout à la fin du sort de la culture, mais qui est présente aussi ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire pour Fernand Dumont réfléchir à l'emplacement québécois? Est-ce qu'on peut dire que c'est au cœur de sa réflexion, cette méditation sur l'emplacement québécois et la participation à une petite culture? Ah oui, oui, au cœur de sa réflexion depuis toujours. Dumont au fond, il est nationaliste avant même d'être indépendantiste. Pour lui, la nation québécoise, comme vous dites bien, c'est une petite nation qui a besoin d'être défendue, dont on doit rappeler les raisons communes. Dont on doit rappeler les raisons communes constamment. Et c'est le rôle de l'intellectuel
du sociologue ou du philosophe de la petite nation, de réfléchir, de prendre parti, oui, mais de réfléchir aussi sur cette petite nation. Parce qu'aussi longtemps que l'on réfléchit sur cette petite nation existe. Encore une fois, l'importance de l'interrogation, s'interroger, se réfléchir. À partir du moment où on ne réfléchit plus, où les choses semblent aller de soi, ben là, c'est là où il y a un danger, je pense. Mais Dumont ne pouvait pas ne pas réfléchir sur la nation québécoise dans la mesure où il prend conscience à un moment donné que son œuvre théorique, qui ne parle pas du tout du Québec, en parle néanmoins beaucoup, parle de son expérience personnelle, de son émigration et du phénomène d'émigration qu'a connu la société québécoise aussi. Hein, avec la Révolution tranquille, hein, on est passé d'une société traditionnelle, pour faire court, à une société moderne. Mais n'a-t-il pas un risque dans ce passage, dans cette immigration, de perdre, on pourrait appeler son âme, hein, de perdre son identité, hein? D'où cette remontée à la genèse de la société québécoise, comprendre comment on en est arrivé là et s'opposer justement à tous ceux qui, dans les années 60 notamment, veulent faire table rase du passé. Pour Dumont, c'est là quelque chose de suicidaire, faire table rase. Comment voulez-vous croire que vous avez un avenir si vous rejetez ce que vous avez fait auparavant? T'sais? C'est pourquoi il va entreprendre une psychanalyse de la société québécoise. Mais encore une fois, il faut faire attention avec le mot parce que il y a eu des tentatives psychanalytiques d'études des sociétés avec beaucoup de jargon. Mais Dumont n'utilise aucun... D'ailleurs, Dumont a une langue extrêmement précise. En fait, il écrit davantage comme Hippolyte Taine, pourrait-on dire, qu'il écrit qu'à la manière des sociologues contemporains. Il écrit à la manière des grands classiques français. Exactement. Il fait partie de la tradition française. Il a une langue soignée, très soignée, qui ne jargonne pas du tout. Une langue claire, rigoureuse, difficile. Avec souvent des métaphores difficiles à saisir. Il faut s'accrocher pour Dumont. Il expliquait quelquefois une métaphore par une autre métaphore. Puis il donne peu d'exemples concrets. Là. Moi, j'ai publié en l'an 2000 un livre d'entretien. J'ai arrangé un peu les entretiens, un grand nombre d'entretiens qu'il a accordés durant sa carrière. Il est forcé par l'intervieweur, souvent, de donner des exemples. Alors, c'est très pédagogique, autrement dit. C'est une façon de mieux comprendre ce qu'il a voulu dire en utilisant une langue parfois que lui-même reconnaissait abstraite, très abstraite. Alors, nous nous rapprochons de la fin de notre entretien. Il y a deux questions que j'aimerais vous poser. La première, et c'est une question un peu, comme on dit chez nous, malaisante. L'œuvre de Dumont est une œuvre absolument centrale, et pourtant, j'ai l'impression, et d'autres l'ont peut-être cette impression aussi, qu'après 1995, ou tout le moins dans les années qui vont, après sa mort évidemment aussi, c'est une œuvre contre laquelle une partie de la pensée québécoise va se redéfinir pendant quelques années. Comme si chacun devait lancer son caillou à Dumont pour se donner le droit d'exister. Et comme s'il y avait eu un rejet de l'œuvre de Dumont tellement elle était importante, rejet qui a échoué, parce que manifestement son œuvre non seulement surnage, mais revient vers nous. Mais comment expliquer le fait que pendant quelques années, la plupart des intellectuels majeurs, pas tous, mais plusieurs à tout le moins, ont senti le besoin de rompre avec l'œuvre de Fernand Dumont? Je crois que c'est surtout parce que Dumont était d'une grande lucidité. Et on a conçu cette lucidité comme un pessimisme. La lucidité de Dumont l'amène à dire des choses extrêmement graves sur l'avenir de la société québécoise. Est-ce que cette société a encore un avenir? Encore là, il soulève des questions. Il répond pas, mais il soulève des questions. Et je pense que ces questions-là sont douloureuses. On veut pas les entendre. On veut pas les entendre. On s'est empressé de les balayer, de les écarter, sous prétexte que Dumont, à la fin de sa vie, était pessimiste. Il était pessimiste parce que la réalité était sombre. La réalité du Québec est sombre. Quoi qu'on en dise actuellement, on dit que l'économie du Québec va bien. Oui, certes, va bien.
Mais le reste, la culture, la sauvegarde de cette société-là, française, moi je pense cette société est en danger, et de moins en moins francophone, et qu'on risque d'oublier le sens de notre identité même. Et je me permets une dernière question, un peu à cette lumière. Chaque génération entre dans une œuvre à partir de ses propres questions. Disons ça comme ça, c'est ce qui fait la force d'une grande œuvre, c'est qu'on peut l'aborder chaque fois en lui posant des questions nouvelles. Aujourd'hui, pour ceux, et je l'ai constaté souvent que de jeunes étudiants en histoire, en sociologie, qui découvraient Dumont et qui étaient frappés par cette œuvre. Je me suis déjà fait demander pourquoi on nous a caché ça. Pourquoi cette œuvre, on l'a laissée de côté. On m'a posé la question souvent. C'est toujours frappant comme question. La question, c'est que ce serait à partir de quelles questions peut-on aujourd'hui le mieux entrer dans l'œuvre de Fernand Dumont? Un jeune homme, une jeune femme de 20 ans qui rentre dans l'œuvre de Dumont, quelles sont les questions les plus adéquates à poser à l'œuvre pour qu'elle éclaire le Québec d'aujourd'hui et au-delà du Québec d'aujourd'hui, la philosophie d'aujourd'hui? Moi, je dirais que c'est la question toute banale du sens de la vie, de ce qu'il Dumont appelle la pertinence. Dumont était au fait de la culture scientifique, moi qu'on peut se dire. Il connaissait très bien les théories en sociologie, en anthropologie, en études littéraires, il y avait une connaissance. Mais est-ce que cela donne sens à la vie? Peut-être pour ceux qui pratiquent ces disciplines, hein? Mais autrement dit, la vérité que 2 et 2 fassent 4, c'est vrai, mais est-ce que ça donne sens à la vie? Hein? Et Dumont soulève constamment cette question-là. Pourquoi la vie vaut-elle la peine d'être vécue? Bon. Qu'est-ce que l'homme? Que faisons-nous sur cette terre? Qu'est-ce que la transcendance sans nom? Avons-nous besoin de cette transcendance-là pour être des humains? Avons-nous besoin de nous dédoubler et puis de réfléchir sur notre condition? C'est là où on peut entrer chez Dumont à partir de ces questions-là. Et à partir peut-être d'un... Bon, je ne veux pas faire de publicité pour mes propres livres, mais un livre comme Un témoin de l'homme, un livre des entretiens du monde, ben là, je pense qu'on trouve simplement les grandes questions que Dumont s'est posées, et je pense que le lecteur peut commencer par une œuvre comme ça, comme peut commencer aussi par Récit d'immigration. Ses mémoires posthumes, hein, c'est son autobiographie qui paraît quelques mois après sa mort. Récit d'immigration, c'est un livre qui nous dit d'où vient Dumont, comment s'est formée sa pensée. Dans une deuxième partie, disons, c'est plus difficile parce qu'il réfléchit sur ses propres œuvres, puis ça exige quand même une préparation intellectuelle. Oui, alors je pense que c'est dans des livres... Les jeunesses de la société québécoise. Ouais, ben c'est un livre quand même relativement accessible. Hein? C'est pas l'anthropologie dans l'absence de l'homme. C'est pas le lieu de l'homme même. Et c'est un livre difficile pour certains, mais ça permet de comprendre l'état de la société québécoise, les grandes questions que l'on cache. L'idée selon laquelle on peut pas ne pas réfléchir sur le passé québécois. Et que c'est à partir de là qu'on peut comprendre le présent. Alors Serge Quentin, je vous remercie infiniment pour votre présence aux Idées mènent le monde. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La distance et la mémoire, essai d'interprétation de l'œuvre de Fernand Dumont aux presses de l'Université Laval. Serge Quentin, merci. Merci Mathieu. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Ainsi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permet de faire connaître la série au plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Et chaque semaine, vous pouvez me suivre à la Joute à TVA. Animation et recherche, Mathieu Bock-Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production, Cube Radio.